Alors, bonjour, je suis Chertiyan Sam, donc chargé des relations avec les entreprises et en même temps, je suis chargé d'organiser ce webinaire-là. Donc, on va vous souhaiter une très bonne séance en la compagnie de voilà, Monsieur Olivier qui vous a préparé une très belle présentation et on est certain que vous allez en tirer grand-chose. Donc, on vous souhaite une très bonne séance. Et surtout, n'oubliez pas de désactiver micro et caméra pour nous permettre d'optimiser la bande passante. Ainsi, vous aurez la meilleure expérience possible. Donc, je vous remercie de votre présence. En attendant les autres, on va démarrer. Monsieur Olivier, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Oui, très bien, c'est bon. Merci. Alors, ce que je vous propose, je vais passer en mode présentation pour que vous puissiez avoir accès à la présentation en elle-même. Très bien, ça marche. Donc, Olivier, on te laisse te présenter rapidement. Tu laisses ta Oui, bien sûr. caméra. Voilà, ça marche. OK. Alors, je vais partager. Vous me dites si vous voyez la présentation. Vous voyez la présentation à l'écran là? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. OK. Et vous me voyez aussi ou pas? Oui, on te voit. Oh ben parfait alors. Ah, problème technique. Ok, alors ce que je vous propose ce soir, parce que pour moi, à Djibouti, c'est le soir, il est 18 h. Je sais qu'à Dakar, il est 3 heures de moins, il est 15 heures. Donc pour cet après-midi pour vous et pour ce soir pour moi, c'est une présentation donc autour de notre thème sur les challenges et les opportunités d'une entreprise à l'international et également pouvoir échanger avec vous. Donc, ce que je vous propose, c'est 40 minutes de présentation, voilà, dans lequel je vais essayer de répondre au mieux à cette thématique. En tout cas, vous proposer ma vision, qui est celle aujourd'hui d'un entrepreneur à l'international, et ensuite de se garder une petite vingtaine de minutes, le temps qu'il faut pour vos questions et vos réponses, qui se feront, je pense, sous forme de la conversation chat, si ça vous va. Voilà ce que je peux vous proposer. Alors, je passe à la slide suivante. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vais quand même me présenter pour commencer, pour savoir à qui vous avez affaire. C'est toujours très désagréable d'écouter un conférencier et de ne pas savoir de qui il s'agit. Donc moi, je suis Olivier Gasbarian et j'ai aujourd'hui un peu plus de 20 ans d'expérience dans la distribution pétrolière, principalement en Europe et en Afrique. Et j'ai fait une subdeco comme vous, comme la majorité d'entre vous. Alors moi, c'était pas à Dakar, c'était en France, c'était à Reims, à Neoma. Et puis à l'issue de ça, à l'époque, nous, on avait le service militaire à faire, je l'ai fait. Et je suis tout de suite rentré dans une société que certains d'entre vous connaissent vraisemblablement. C'est ce qu'on appelle une major du pétrole qui s'appelait à l'époque BP et qui avait une joint venture avec Mobil. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur des marques intéressantes avec des problématiques globales, c'est-à-dire des marques présentes à l'international sur l'ensemble des continents. Donc ça, c'était assez intéressant. Moi, j'avais fait une spécialisation en marketing et en vente. Et donc, c'est là tout de suite que j'ai pu opérer dans la vente, puisque j'étais chef de secteur en France sur les marchés lubrifiants en commercialisant les marques Mobil et BP. Ensuite, je suis passé au réseau de stations-service en tant que chef de secteur à la marque BP. Et au début des années 2000, BP a racheté une société qui s'appelle Castrol, qui est aussi également assez bien connue sur le continent africain, qui est une marque de lubrifiant britannique que le groupe a intégrée
par croissance externe et pour laquelle j'ai assez rapidement pu prendre en charge le marketing, la direction marketing pour la France. Et ensuite, le groupe BP se concentrant sur l'amont, c'est-à-dire sur la production et le raffinage, a commencé à délaisser ses activités de distribution de produits pétroliers et c'est donc devenu forcément un peu moins intéressant pour les personnes comme moi qui sont spécialisées dans la distribution, la commercialisation et le marketing. Donc là, j'ai fait le choix de quitter le navire amiral, de quitter la Major anglo-saxonne pour rejoindre un groupe français qui s'appelle le groupe Ruby et qui, lui, est spécialisé dans la distribution de produits pétroliers. C'est-à-dire que nous n'avons absolument pas en charge l'exploration, la production, le raffinage. On intervient après, ce qu'on appelle l'aval de la chaîne pétrolière. Vous avez l'amont et l'aval. L'aval, c'est vraiment la distribution, c'est-à-dire c'est une fois que le produit a été raffiné, une fois que le produit est prêt, emballé, il faut le vendre donc, au travers de réseaux de stations-service. Quand ce sont des lubrifiants, au travers d'un réseau de revendeurs ou au travers de nos stations ou directement à des clients B2B. Et donc, c'est vraiment cette partie commercialisation marketing qui est la partie d'ailleurs, je pense, la plus intéressante, surtout quand, comme vous, on a fait une école de commerce. C'est quand même passionnant de pouvoir travailler sur la commercialisation de produits directement sur le terrain. La société Ruby est une société française, une société à capitaux 100% français, et qui, et là je commence à rentrer dans le cœur de notre sujet, et qui a fait le choix assez rapidement, une société qui date du milieu des années 90, mais assez rapidement, la société a fait le choix de l'ouverture à l'international. Par quel modèle? Allô? Allô? Oui. Oui. Par quel... On va vous demander, s'il vous plaît, Voilà. coupez votre micro, s'il vous plaît. Non, web. Alors, le choix qui a été fait par Ruby a été assez rapidement de se développer à l'international. Et donc, je vais, au travers de ma présentation, pour laquelle j'ai vu, en fait, moi, en réfléchissant à la thématique qu'on vous propose ce soir, j'ai vu 3 axes intéressants. C'est d'abord déjà de vous donner l'exemple de la société Ruby Energy, comment elle a fait ce choix de développement à l'international, pourquoi et quel modèle elle a choisi pour se développer justement à l'international. Et on fera bien évidemment un focus sur l'Afrique, puisque c'est aujourd'hui le continent sur lequel le groupe se développe le plus, et c'est surtout aujourd'hui le continent sur lequel moi j'opère, puisque comme vous l'avez compris, je suis basé à Djibouti, de l'autre côté, hein, dans l'est de l'Afrique. Il fait un petit peu plus chaud, je pense, aujourd'hui qu'à Dakar, mais on a quand même des problématiques qui sont assez comparables dans bien des domaines. Ensuite, on sortira un peu du domaine Ruby pour voir un petit peu les challenges en général que moi j'ai pu noter et que je souhaiterais partager avec vous, ce que j'ai appelé les challenges à relever quand on souhaite, mais aussi pas que les challenges et les opportunités qu'on peut avoir si on décide de se développer à l'international. Et enfin, un petit focus que j'estime être très important. C'est vrai pour toutes les entreprises aujourd'hui, et je pense que vous avez dû le voir dans vos cours en Subdeco. C'est encore plus vrai quand on souhaite se développer à l'international, ce que j'appelle moi l'importance de la réputation. Aujourd'hui, une entreprise qui souhaite se développer doit de plus en plus faire attention à sa réputation. C'est, de mon point de vue, un de ses assets, un de ses actifs les plus importants et qui peuvent, en très peu de temps, nuire à son business si c'est mal géré. L'exemple de Ruby Energy, comme vous pouvez le voir, Ruby s'est développé partout dans le monde aujourd'hui. Alors peut-être un peu moins sur le continent asiatique, comme vous pouvez le voir sur la carte, mais on est bien implanté en Europe, vous le voyez dans le cercle du haut. On est bien implanté aussi dans l'arc Caraïbe, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche, le cercle de gauche. Et on commence à bien s'implanter également en Afrique. Ça ne vous aura pas échappé que nous sommes présents au Sénégal. Je suis obligé de commencer par le Sénégal vu le public ce soir, au travers d'une filiale qui gère la distribution de bitume, puisque le bitume est un produit pétrolier, c'est un produit issu du raffinage, et donc nous avons une filiale
de distribution de produits bitume qui s'appelle, non pas Ruby au Sénégal, mais qui s'appelle RS, puisque nous avons racheté une filiale qui s'appelle RS au Sénégal. Donc présent, vous voyez la liste des pays, on commence à être bien présent. Nous sommes leaders maintenant depuis quelques temps dans l'Est, dans la Corne de l'Afrique, dans la distribution. Nous sommes depuis 2 ans leaders, notamment au Kenya, avec 220 stations-service, mais également au Burundi, en Éthiopie, en Ouganda, au Rwanda. Quel est le modèle? Quel est le business model de Ruby? On n'agit jamais ex nihilo. C'est-à-dire qu'en fait, Ruby est une société qui se positionne dès lors qu'il y a un rachat d'une société de la distribution pétrolière qui est à vendre. En clair, aujourd'hui, les majors ont fait le choix, tel que vous les connaissez, les BP, les Mobil, les Total peut-être un peu moins, mais les Exxon, les Chevron, les Texaco ont fait le choix de se désengager de ce que l'on appelle l'aval pétrolier, donc la distribution, et notamment en Afrique, car ils estiment que ce sont des business aujourd'hui qui sont un peu plus compliqués à opérer, et que pour eux, c'est beaucoup moins rentable que ce qu'on peut avoir dans l'amont, ce que je vous disais en introduction, dans la production, le raffinage. Donc, ils se désengagent, ils estiment qu'on ne peut pas être bon sur l'ensemble de la chaîne. Moi, j'en sais un petit peu quelque chose puisque j'en viens de ces groupes, j'ai travaillé pendant 12 ans. Et finalement, il y a des acteurs qui sont ce qu'on appelle des pure players, qui ne font que de la distribution, comme Ruby, mais il n'y a pas que nous, il y en a d'autres. Des sociétés comme Puma, des sociétés comme Oryx, se sont spécialisées également dans la distribution, et notamment en Afrique, se positionnent à chaque fois pour le rachat de ces business, et c'est le cas. Donc vous voyez, c'est de la croissance externe, un business est à vendre, on se positionne, on fait le deal, et après on opère. Alors bien évidemment, l'intérêt, c'est que des business qui parfois sont moyennement rentables peuvent devenir très rentables parce qu'on les opère différemment. Et j'y viendrai parce que pour moi, c'est au cœur de notre exposé, c'est la gouvernance et surtout la culture d'entreprise à l'international qui va faire la différence. Donc vous voyez un focus très fort sur l'Afrique. Pour ma part, je suis à Djibouti depuis 3 ans. C'est une filiale que nous avons rachetée il y a 5 ans. Et avant nous, il y avait Total. Donc, Total a fait le choix de se désengager, par exemple, vous voyez, de Djibouti. Et Ruby a montré tout de suite son intérêt pour rendre ce business rentable et intéressant. Alors, quelle est la stratégie? Quel est le choix? C'est en fait, finalement, de se diversifier géographiquement. Et là, on commence à rentrer dans le cœur des opportunités de l'internationalisation. Dès lors que vous vous internationalisez, par définition, vous augmentez vos marchés, vous diversifiez vos marchés, et donc vous êtes moins enclin à des cycles économiques ou à des marchés qui sont en baisse, puisque vous pouvez compenser. Aujourd'hui, clairement, pourquoi Ruby fait le choix de se diversifier en Afrique? Ça ne aura peut-être pas échappé que sur le marché européen, les ventes de carburant sont à la baisse. Pourquoi? Les parcs automobiles ne grossissent plus, on est arrivé à maturité. Les moteurs ont fait énormément de progrès, ils consomment beaucoup moins, ce qui fait que moi j'ai quitté le marché français il y a quelques années, on faisait moins 4% tous les ans. En Afrique, par exemple, c'est complètement différent. Les parcs automobiles augmentent, la consommation augmentera. Et même si à terme on arrive à des choses qui seront forcément avec une électrification peut-être du parc, on sait que le moteur thermique, c'est-à-dire le moteur qui a besoin de carburant, a encore sur 15, 20, 30 ans des beaux jours devant lui sur le continent. Donc on sait que les gisements de croissance sur notre marché sont là. Et surtout, vous voyez, c'est le 3e point que je mets, un système très décentralisé, favorisant les circuits courts et l'autonomie des managers locaux. Comment Ruby fonctionne, et pour moi c'est une des clés de l'internationalisation, c'est de dire le manager, le directeur général, localement, a la main sur son business. De toute manière, on n'a pas le choix, nous avons très peu de structures au siège, et de ce fait, très peu de support. Donc on est contraint, je dirais, de devoir se débrouiller nous-mêmes sur le marché. Donc ça nécessite une très bonne connaissance du marché, une très bonne connaissance des acteurs locaux et, je dirais, de gérer les choses de manière extrêmement locale. Et ça, c'est une force. Alors ça peut, par d'autres aspects, être également une faiblesse, dans le sens où on a moins le support
centralisée d'un gros siège, une structure que peut avoir Total, que peut avoir BP, que je connais bien pour y avoir travaillé. On a forcément moins de formation, mais le business model et le choix managérial du groupe est de dire on recrute des managers chevronnés qui ont déjà 10, 15, 20 ans d'expérience dans le domaine du pétrole, et ensuite ils peuvent mettre à profit cette expérience dans des structures où ils auront une main quasi, alors on va dire une main totale, parce qu'on forcément on a un reporting, on a des comptes à rendre, mais en tout cas on a la main sur la filiale dont on a la charge. Et ça, finalement, on se rend compte que la prise de décision est beaucoup plus rapide, et les acteurs locaux le voient, ils voient qu'on a la main, ils voient qu'on est décisionnaire, et les choses avancent beaucoup plus vite. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, à retenir dès lors qu'on parle d'internationalisation. Il faut avoir mais j'y reviendrai, un relais local, c'est-à-dire il faut avoir, si on veut se développer, une implantation. Vouloir se développer, par exemple, en Afrique depuis la France, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut avoir une implantation locale et il faut laisser la main à l'implantation locale. Ça, c'est la première leçon que j'en tirerai, en tout cas, de notre business model. Les autres challenges à relever, dès lors qu'on souhaite, là je rentre sur des choses, je sors un petit peu du cadre rugby pour aller sur des choses un peu plus générales, bien évidemment, dès lors qu'on décide de s'implanter à l'international, il va falloir avoir une vision claire sur les forces et faiblesses de votre entreprise, au travers, là je fais appel à vos cours de Subdeco Dakar, la fameuse SWOT analysis, c'est-à-dire j'analyse mes forces, mes faiblesses et les opportunités, les menaces du marché. Ça, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas faire l'économie dès lors que vous, ce qu'on appelle le diagnostic stratégique, dès lors que vous décidez de vous implanter à l'international. Bien évidemment, assorti d'études de marché. Aujourd'hui, c'est pas évident de dire je vais faire une étude de marché, par exemple, si je décide de m'implanter à Djibouti. Vous avez, dès lors que vous êtes en France, par exemple, accès à des, à des organismes, à des associations qui vous aident dans ces démarches pour mieux connaître le marché sur lequel vous opérez. Donc ça aussi, c'est important à savoir. Et bien évidemment, connaître l'environnement concurrentiel. C'est-à-dire, je me lance sur un marché, quels seront mes concurrents? Est-ce que j'ai des concurrents? Comme je dis toujours, si on n'a pas de concurrents, il faut se poser des questions. C'est que le marché n'est peut-être pas si intéressant que ça. Souvent, les gens disent « Ah, j'ai pas de concurrents ». Bon, à moins d'être en situation de monopole, d'avoir une exclusivité pour une raison X ou Y, si vous n'avez pas de concurrents, c'est souvent qu'il y a une bonne raison à ça, c'est que vous devez avoir peut-être des barrières à l'entrée, vous avez des problématiques légales ou autres qui font que le marché est trop compliqué. Donc, attention à ces points. On ne fait pas l'économie d'un diagnostic stratégique. Ce que je vous disais également, un point, de mon point de vue capital, la présence locale. Vous voyez, là, c'est une petite statistique que j'ai partagée avec vous. Le mode de développement à l'international, pour les entreprises françaises, 28% ont fait le choix d'avoir une présence locale, 72% ont fait le choix d'exportation directement depuis la France. Les deux fonctionnent, attention, il ne faut pas mal interpréter mon propos. Je tiens juste à dire que si on souhaite vraiment se développer, il faut être présent. Je prends l'exemple de Djibouti. Ceux qui viennent de temps en temps faire de la prospection, même en ayant une bonne connaissance du marché djiboutien, s'ils ne sont pas là, vous savez, comme on dit souvent, le vieux proverbe, loin des yeux, loin du cœur, au niveau du business, on vous oublie. Forcément, quand vous avez une implantation locale, vous êtes là en permanence. Vous avez déjà une connaissance parfaite du tissu et surtout, les gens et les acteurs locaux vous connaissent. Vous pouvez jouer à fond la carte de la notoriété. Après, bien évidemment, quand on décide de se développer à l'international, il va falloir appréhender et analyser le contexte qu'on appelle le contexte culturel. Alors, je vous fais un petit rappel générique qui mange pas de pain, qui est toujours utile. C'est la fameuse pyramide de Maslow, dont vous avez, je pense, dû entendre parler, qui répertorie, Maslow était un chercheur, un scientifique, qui a essayé de répertorier les besoins humains, allant de la base de la pyramide jusqu'à son sommet, en répertoriant donc les besoins les plus basiques, les besoins physiologiques à la base, tels que se nourrir, dormir, respirer. Et plus on monte dans la pyramide,
plus on obtient des besoins de plus en plus élevés pour monter à la sécurité, hein, qui sont des besoins aussi primaires. Ensuite, le sentiment d'appartenance, l'estime et la réalisation de soi. Et ces besoins, même s'ils sont, on va dire d'une manière générale, universels, et qu'on les retrouve dans l'ensemble de l'humanité, ils peuvent quand même varier d'une culture à l'autre. C'est-à-dire que forcément, plus vous allez aller dans un pays pauvre, moins développé économiquement, plus les besoins primaires seront importants. Et moins vous aurez des besoins en, par exemple, réalisation de soi. Et quand vous vous implantez dans un pays, il faut bien avoir en tête, par exemple, son niveau de développement pour bien se caler, et je pense notamment management, pour manager, motiver son équipe sur cette pyramide, bien savoir quels sont les leviers les plus importants. Dire, il vaut mieux savoir quand vous arrivez à Djibouti, par exemple, que l'été, ça peut monter jusqu'à 50 degrés. Ça veut dire que, clairement, quand vous allez ouvrir une station-service, la première chose à laquelle vous allez devoir penser, c'est d'avoir une climatisation. Parce que sans climatisation, si vous ouvrez la plus belle des cafétérias à Djibouti, vous n'aurez jamais un seul client. Donc là, on est vraiment dans la pyramide de Maslow, et ce n'est pas la peine de penser à avoir des super produits, un personnel souriant, des belles tenues et une belle peinture, si je n'ai pas le basique, c'est-à-dire une température qui me permet de rester tout simplement dans le point de vente. Mais connaître une culture, c'est aller un petit peu plus loin, c'est aller un petit peu plus loin que la pyramide de Maslow, c'est rentrer dans les détails, c'est-à-dire comment cette culture est organisée, c'est ce qui va me permettre de réussir mon développement à l'international. C'est la culture matérielle, bien évidemment. Je vais prendre un exemple là aussi de Djibouti sur le marché qui m'intéresse. Ici, quand vous avez un véhicule, si demain je dois vendre des véhicules, bon, le marché djiboutien, tout comme le marché, une grande partie du marché africain, en tout cas de l'Afrique subsaharienne par exemple, c'est un marché de 4x4. Voilà, il vaut mieux le savoir. Et ces 4x4 qui seront plutôt un marché de 4x4 blanc, parce que le blanc, vis-à-vis du soleil, a une meilleure réaction. Ça, c'est typiquement, on est dans la culture matérielle qu'il vaut mieux connaître avant de se lancer. Les organisations sociales, très important à connaître, bien évidemment. Les croyances et le contexte humain. Dans les croyances, on rentre aussi dans les religions. Typiquement, quand vous lancez un business ou de l'exportation de produits agroalimentaires, il vaut mieux avoir une bonne connaissance des croyances, des religions, parce que ça va induire pas mal de choses en termes de consommation alimentaire. Ah, si je veux exporter de l'alcool dans un pays musulman, ça sera un petit peu plus compliqué. La consommation y est nulle. Idem pour les produits alimentaires qui ne sont pas consommés, le porc, ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien connaître quand on arrive dans un pays et qu'il vaut mieux étudier avant. Là, je vous le fais de manière un petit peu caricaturale, mais c'est quand même ça qu'il faut bien avoir en tête sur l'ensemble des pays. Après, les proportions de religion sont très importantes aussi pour connaître un petit peu mon marché. L'esthétique, le folklore, les arts, ça dépend du marché sur lequel vous opérez. Moi, je vais parler de mon marché, qui est le marché de la distribution de produits pétroliers. C'est moins important, forcément, de connaître l'esthétique, le folklore et les arts. Néanmoins, c'est important. C'est important aussi en business de toujours bien connaître son environnement. Ça permet de mieux comprendre comment les gens fonctionnent. Le dernier, que j'aurais pu mettre peut-être en premier d'ailleurs, c'est le langage. Le langage, quelles sont les langues qui sont parlées dans le pays? Parce que mon personnel, je vais parler par exemple moi dans les stations de service, qu'est-ce qu'ils doivent parler? À Djibouti, on parle plusieurs langues. Quel est le personnel le plus adapté? J'ai des stations situées sur certains axes où les caissiers ne parlent pas forcément les mêmes langues que sur d'autres points de vente. Chaque point de vente peut être, en fonction de son implantation, avoir un besoin en termes de personnel un petit peu différent. Si je fais une publicité, si je fais une promotion, en quelle langue je vais communiquer en fonction de la zone? Quelles sont les langues les plus à même? Une fois de plus, l'exemple de Djibouti. Ici, vous avez deux langues officielles.
À Djibouti, les deux langues officielles sont le français et l'arabe. Bon, mais est-ce qu'à l'arrivée, je communique en français? Est-ce que je communique en arabe parce que ce sont des langues officielles? Est-ce que je communique en Somalie parce que c'est la langue la plus parlée? Voilà. Ça, c'est des choses importantes. Tout comme quand je vais communiquer avec mes clients, il est toujours de bon ton de connaître au moins le minimum de langage. Je vais partager une anecdote personnelle. J'ai fait une inauguration de station au nord du pays. Bon, eh ben, il me manquait les quelques mots pour dire bonjour, au revoir, merci. C'est toujours voilà, embêtant et on s'en rend compte. Je dis, je ne me ferai pas reprendre. La prochaine fois, je réviserai avant. Même si vous pouvez faire un discours en français parce que c'est la langue officielle et que tout le monde la comprend, c'est toujours bien d'avoir quelques mots du langage du pays dans lequel vous êtes. Bon. Même si un petit peu partout dans le monde, l'anglais, vous arrivez à vous débrouiller avec de l'anglais, c'est toujours bien de connaître aussi le langage et les coutumes locales. Ce que je mets dans tout ça, l'importance des sous-cultures universelles. Alors le terme de sous-culture universelle n'est pas forcément très connu, le concept non plus, il est pourtant très intéressant. En gros, c'est de dire quoi? C'est que vous pouvez avoir des différences énormes entre les différentes cultures. Vous retrouvez dans tous les pays et dans toutes ces différentes cultures des sous-cultures qui, elles, peuvent être universelles. Je m'explique, vous comprendrez assez aisément. Pour ceux qui aiment le sport, on peut être sénégalais, djiboutien, français, américain, anglais et se passionner, par exemple, pour le football. Et c'est ce qui fait que le football va rapprocher culturellement des cultures, des personnes de cultures à la base très différentes, et faire qu'elles vont pouvoir établir une connexion. Si vous êtes fan de tel club de foot, que vous voyagez et que dans un pays vous rencontrez quelqu'un qui a le maillot de votre équipe de foot favorite, même s'il est très différent de vous, que vous ne parlez pas la même langue, que vous n'êtes pas du tout de la même culture, vous allez tout de suite avoir une connexion culturelle du fait de cette sous-culture qui devient universelle. Je prends l'exemple du sport, mais on pourrait le trouver également dans le domaine de la culture musicale, dans le domaine de la culture cinématographique. Vous pouvez rentrer en connexion avec des gens qui, a priori, sont très différents de vous. Et du coup, être plus proche culturellement de gens, a priori très différents, que de votre propre voisin de palier qui ne va pas du tout aimer les mêmes choses que vous. Donc ça, c'est sous-culture universelle. Vous êtes obligé d'en tenir compte aussi quand vous faites un développement à l'international en fonction du produit que vous commercialisez, parce que vous pouvez toucher des gens finalement en fonction de ce produit très très proche. Alors, vous avez un outil marketing que je dis moi être un outil incontournable qui s'appelle la grille d'analyse culturelle. Alors, c'est une grille qui va vous permettre d'analyser un petit peu le pays, la zone dans laquelle vous souhaitez vous implanter et qui vous permet d'analyser une géographie, des institutions sociales, la religion, comme j'en parlais. En fait, ça vous permet de passer un petit peu en revue tous les points que je vous ai soulignés, les conditions de vie, la langue. Et en fait, vous faites une note, si vous aimez, si vous voulez formaliser les choses dans votre business, qui vont vous permettre de mieux appréhender la zone et de vous obliger à passer par des étapes que vous vous obligez à étudier pour, en gros, être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Et cette grille d'analyse culturelle vous permet de dire à la fin, bon, voilà ce que je sais du pays et qui va me permettre d'en savoir un petit peu plus avant de tenter quoi que ce soit. Alors, les challenges du manager à l'international, on en a déjà vu quelques-uns. Alors, vous avez vu, j'ai mis des polices un petit peu différentes parce que j'ai voulu en faire ressortir certains qui me paraissaient très, très importants. Alors, ces challenges sont des challenges que le manager va rencontrer partout et qu'il aura pas uniquement à l'international, hein, qu'il aura dans toutes ces je dirais, même s'il reste dans son pays d'origine, mais ils seront très marqués à l'international. C'est-à-dire qu'effectivement, le manager doit vraiment être à l'écoute de l'évolution des marchés à l'international pour savoir où il faut qu'il aille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon entreprise est basée, moi je suis basé à Djibouti, je dois être à l'écoute de ce qui se fait sur les pays limitrophes où je peux
potentiellement avoir une action d'export. C'est-à-dire, je peux peut-être opérer depuis Djibouti, par exemple, au Somaliland. Pour ça, encore faut-il que je connaisse ce qui se passe et que je sache les évolutions du marché. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple vécu. Il se peut qu'à un moment donné, le Somaliland ait un problème d'approvisionnement de produits parce qu'ils ont un problème de qualité. Le produit qui arrive dans leur terminal pétrolier est un produit à un moment donné qui est potentiellement pollué. Clac, ils ont besoin de produits non pollués, le temps de nettoyer leur cuve. Et là, si je le sais, je peux tout de suite me positionner, moi, depuis Djibouti pour les livrer. Mais ça, pour ça, il faut qu'il y ait une très bonne écoute et un très bon niveau d'information sur les marchés environnants. Et après, depuis la France, ma maison mère, elle, doit être au courant de ce qui se passe dans le monde. Peut-être que dans tel pays, tel acteur a décidé de vendre son activité. C'est bien de le savoir, c'est bien de le savoir tout de suite, c'est bien de le savoir avant les autres. Vous devez l'avoir appris dans vos cours, la gestion, la capacité à connaître l'information en temps réel, voire avant les autres, est toujours un atout de taille. Après, bien sûr, la gestion de la diversité et des compétences. Si je décide de m'implanter à l'international, quel est le niveau de compétence du pays dans lequel je vais m'implanter? Est-ce que la ressource locale me permet de développer mon business? Ou est-ce que j'ai besoin de faire venir une ressource depuis mon pays de départ ou de pays voisins? Je reprends l'exemple de Djibouti. Moi, je suis le seul expatrié. L'ensemble de l'équipe est une équipe 100% djiboutienne, complètement formée et qui maîtrise l'ensemble de nos métiers. Donc ça, comment je le gère si ce n'est pas le cas? C'est-à-dire que si j'arrive, que je développe un business où dans le pays dans lequel je suis, il n'y a pas la compétence. Ou à l'inverse, il se peut que dans le pays dans lequel je suis, il y a des compétences très fortes dans certains domaines qui pourront me servir après dans d'autres développements sur d'autres zones. Ça peut être aussi très intéressant. Et à terme, si je suis présent dans 10, 15, 20, 30 pays, est-ce que je peux gérer et comment je gère une diversité de profils, une diversité d'expériences? C'est aussi très important. Alors, il va falloir aussi gérer l'innovation. Le gros avantage de l'internationalisation, c'est que ça va jouer fortement, et j'y reviendrai, sur votre image innovante, bien évidemment. Mais ça vous oblige aussi à innover parce que pour aller sur des marchés, vous pouvez aller avec vos produits, vos propres produits, mais très souvent, il vous faut aussi arriver avec des innovations qui vont vous permettre d'être plus adapté, de bien coller à la demande du marché. Les exigences du client, c'est le maître mot quand on fait du marketing, quand on fait du développement. Il faut coller à l'évolution de son marché, il faut coller aux exigences du client. Et chaque pays, chaque zone a ses propres exigences. Vous pouvez avoir un produit qui fonctionne dans un pays, qui peut ne pas fonctionner du tout dans un autre pays, ou qui nécessite parfois d'avoir des ajustements. Je prends l'exemple de lubrifiant. Compte tenu de la chaleur à Djibouti, il nous faut des produits très spécifiques qui résistent à de très très hautes températures. Les exigences ne sont pas les mêmes dans des pays tempérés, dans des pays froids, dans des pays très très chauds. La gestion culturelle, j'en ai suffisamment parlé, c'est quelque chose de très important. Il faut être capable de gérer cette diversité, il faut être capable de s'adapter à la culture et aux spécificités de chaque pays. Enfin, l'éthique. L'éthique, c'est très important. Dès lors que vous allez choisir de vous développer à l'international, votre groupe sera extrêmement regardé. Aujourd'hui, la réputation, c'est le troisième point de mon exposé, son capital. Et aujourd'hui, un groupe international, même un petit groupe, même s'il est de taille pas forcément immédiat, se doit d'avoir une éthique irréprochable parce que, comme je dis toujours, votre réputation dans le business, elle vous précède. Et quand vous arrivez quelque part, aujourd'hui, les gens savent déjà, au travers des réseaux sociaux, d'Internet, de tout, qui vous êtes. Il vaut mieux avoir une bonne réputation. C'est mon troisième point sur lequel j'aimerais quand même terminer mon développement. Bon,
parle de réputation, on pourrait parler de e-réputation. Pourquoi parler plus de e-réputation? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un levier très important, la e-réputation. C'est ce que je vous disais. Les gens aujourd'hui ont la possibilité, vraiment en un clic, de savoir qui vous êtes, votre entreprise, vous, en tant qu'individu. J'en parle souvent quand il m'arrive d'intervenir ici à l'université ou même quand j'intervenais en France auprès d'étudiants. Un recruteur, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va googler, comme on dit, hein, j'aime pas ce terme, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire. Il va googler votre nom, savoir à qui il a affaire. Il fait pareil pour une entreprise. Moi, j'ai démarché des gros clients qui me disaient, je prenais rendez-vous et quand je les voyais, la première chose qu'ils me disaient, c'est on est tapé le nom de votre entreprise sur Google, voilà ce qui ressort. Voilà ce que disent les clients de vous. Voilà. Donc votre réputation, si vous décidez de vous implanter dans un pays, ça sera encore plus important, ce qu'on peut dire de votre entreprise. Alors parfois, c'est ce qu'on appelle de la calomnie, ça peut être des mensonges, mais ça aussi, il faut le gérer. C'est-à-dire que s'il y a, pour reprendre un terme à la mode, un bad buzz autour de votre entreprise, vous ne pouvez pas simplement le balayer d'un revers de main. Il faut le gérer quand même. Bon, c'est la nature extrêmement dynamique et flexible des médias sociaux qui en font leur intérêt, mais qui en font aussi leur danger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je dis à mes commerciaux, ce que je dis tous les ans à l'ensemble de l'équipe ici, il suffit d'un site, d'une station-service, d'un membre de la société qui agisse mal, c'est filmé avec un téléphone portable, c'est posté sur le web et ça peut faire une traînée de poudre. Donc c'est extrêmement dangereux. À faire très attention. Mais en même temps, les enjeux de cette réputation à l'international, ils sont énormes. C'est-à-dire que vous avez du coup des opportunités énormes, des opportunités d'image. Le fait de se développer à l'international, ça va vous donner forcément plutôt une image innovante, plutôt une image dynamique, plutôt qu'une entreprise qui reste enfermée dans ses frontières. Ça, c'est très important. Très souvent, le point de départ de ce développement, c'est effectivement, oui, capter des nouveaux marchés, mais donner une nouvelle impulsion à l'entreprise. La visibilité, alors la visibilité, c'est bien parce que quand vous allez à l'international, vous êtes visible. Mais c'est ce que je disais précédemment, et c'est ce que je mets. Vous avez l'agence française anticorruption qui est là, par exemple, hein, je parle là pour les entreprises françaises qui se développent et qui forcément aussi aujourd'hui font de plus en plus attention. Donc vous êtes visible quand vous êtes à l'international, mais vous devez être extrêmement transparent et irréprochable dans votre comportement, parce qu'aujourd'hui, tout est scruté à la loupe. Et quand vous décidez de vous développer à l'international, forcément, vous passez plus sous les radars et on commence à scruter un peu plus ce que vous faites. Bon, je ne reviens pas sur l'importance des médias sociaux puisque j'en ai déjà beaucoup parlé, et l'évolution des opinions publiques, c'est très important. Les médias sociaux aujourd'hui, certes, ont un poids énorme, mais c'est l'évolution surtout des opinions publiques qui tolèrent de moins en moins de choses, notamment au niveau des jeunes générations. Moi, je parle de mon métier autour de l'écologie, du respect de l'environnement, du respect de l'éthique, de la corruption, voilà, des choses qui ne peuvent plus aujourd'hui, plus du tout avoir cours, et l'ensemble des activités sont en train d'évoluer. Et en premier lieu, là, bien évidemment, la distribution de produits pétroliers. Je termine par une citation hein, de Jeff Bezos. Les entreprises peuvent dépenser des millions de dollars chaque année pour promouvoir et manager leur marque. Aujourd'hui, un simple billet de blog négatif peut détruire une réputation en quelques jours. Si vous rendez vos clients mécontents dans le monde réel, ils sont susceptibles d'en parler à 6 amis. Sur Internet, vos clients mécontents peuvent en parler chacun à 6000 amis. Vous voyez la caisse de résonance que ça peut avoir au niveau international quand on fait le choix de se développer. Ça peut être terrible. Voilà moi ce que je pouvais vous dire, ce que je souhaitais partager avec vous. Donc vous avez vu, c'est le développement à l'international aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu courant. Si je devais me résumer, je dirais que c'est le choix surtout de laisser l'autonomie aux filiales et au pouvoir, en tout cas aux entités localement, privilégier l'implantation locale quand on décide de se développer quelque part, et ensuite respecter les quelques règles que j'ai partagées avec vous. Voilà ce que je voulais partager. Now it's your turn. Donc, ce que je
vous propose, c'est de ne pas hésiter de poser vos questions sur le chat, et je me ferai un plaisir, bien évidemment, d'y répondre. Alors, j'en vois une là. Quelles sont vos démarches RSE sur le territoire djiboutien? Alors voilà, je lis à voix haute les questions. Quelles sont vos démarches RSE sur le territoire djiboutien? Très bonne question. Oui, nous avons Ruby d'une manière générale. Alors, je vais parler plus en détail de Djibouti parce que c'est la question. D'une manière générale, nous avons dans l'ensemble de nos filiales une responsabilité bien sûr sociétale et environnementale. Ici, à Djibouti, donc, nous appliquons les standards djiboutiens, nous allons bien au-delà en termes, bien évidemment, de respect de l'environnement. Et surtout, nous avons fait le choix, ici, au-delà je dirais, du respect des normes drastiques que la profession, que nous imposons, d'aider aussi des associations, surtout beaucoup au travers d'associations, et les autorités djiboutiennes sous forme de dons et de mécénat, puisque nous avons une entité qui s'appelle Ruby Mécénat, qui est pilotée depuis Paris et qui essaye, dans la plupart des pays dans lesquels nous opérons, d'avoir des actions. Ces actions sont ciblées soit sur des sociétés, des associations à but pédagogique ou sanitaire. Donc ici, à Djibouti, nous aidons une association qui est dans le nord du pays, située à Obok, pour ceux qui connaissent un petit peu Djibouti, et qui est une région un petit peu défavorisée. Et nous aidons des associations, quand je dis nous aidons, c'est financièrement, nous aidons financièrement des associations, enfin en tout cas une association qui intervient dans le soutien scolaire, soutien pédagogique pour des jeunes en difficulté. Et dans le cadre du Covid, nous avons aussi aidé, le groupe a fait le choix d'aider aussi les autorités djiboutiennes pour les aider dans la lutte contre la pandémie, notamment au travers de ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire un soutien logistique et carburant. Voilà ce que nous faisons, bien évidemment. Ça, c'est l'exemple que je peux vous donner. Alors, une autre question, j'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas à commenter si vous voulez des compléments sur le chat. Quelle stratégie? Alors, je lis la question. Quelle stratégie pour s'implanter dans un pays où est déjà présent une forte concurrence dans son domaine d'activité? Alors, bonne question également. Alors, comme je le dis, généralement, c'est bon signe. S'il y a une forte concurrence, c'est que le marché est attractif. Déjà, il faut se dire. Si la place est déjà prise, c'est que le marché est attractif. Après, je vais parler là aussi de mon métier que je connais. S'il y a trop d'acteurs, généralement, vous avez vu, nous, le choix qu'on a fait, on va procéder au rachat. Et là, vous avez résolu votre problème. C'est-à-dire qu'une société, elle est très souvent, pas toujours, mais souvent, les sociétés sont à vendre. Donc, à partir de là, vous décidez tout simplement, pour vous implanter, d'acheter un acteur qui est déjà présent. Et là, à partir de là, vous allez tout de suite, vous voyez que ça répond directement à la question. Et vous pouvez, comme on l'a fait, nous, dans certains cas, racheter, par exemple, un des leaders. Et ensuite, une fois que ça est fait, vous pouvez acheter des petits concurrents. Et ça va vous permettre, au travers de ces rachats, de devenir automatiquement, pas forcément le leader, mais ça peut être le cas, mais en tout cas d'avoir une part de marché substantielle, tout simplement par le biais de la croissance externe. Si vous voulez vous implanter ex nihilo dans un marché déjà très concurrentiel, il faut que vous ayez ce qu'on appelle en marketing un avantage concurrentiel. Si vous dites, moi, je ne veux pas racheter un acteur présent, moi, je souhaite implanter ma propre marque, mon propre business, il faut que vous ayez un très fort avantage concurrentiel si le marché est déjà bien occupé, parce que sinon, vous aurez peu de place. Ou alors,
quand l'avantage concurrentiel, ça peut être soit que vous apportez une très grande innovation sur le marché dans votre produit, soit que vous êtes forcément moins cher que votre concurrent. Voilà. Mais ça sera plus compliqué parce qu'il va falloir que là, vous apportiez quelque chose sur le marché parce que le marché est déjà très, très présent et déjà très, très, très concurrentiel avec beaucoup d'acteurs. Le plus simple, de mon point de vue, c'est de dire finalement, je rachète un concurrent, un des concurrents. Vous pouvez faire le choix de racheter un concurrent faible ou mal en point, parce que vous le payerez forcément pas très cher, mais derrière, vous devez être certain de pouvoir le remonter. J'espère avoir répondu. Question suivante. Il y a des pays dans le monde, il y a des pays où tout le monde a envie d'aller. Oui, il y a des pays où tout le monde a envie d'aller. Pas forcément, ça dépend des marchés. Je pense qu'en fonction des marchés, il y a des pays où vous avez envie d'aller, des pays qui ne seront peut-être pas forcément aussi intéressants. Nous, on opère souvent dans des pays où justement il y a une très faible concurrence parce que c'est des pays qui ont été finalement plus ou moins désertés par les acteurs habituels parce que c'est devenu de moins en moins intéressant. Et là, justement, ça devient intéressant d'y aller parce que vous devenez assez rapidement le leader, voire vous avez parfois une quasi-exclusivité sur certains marchés parce qu'ils ont été délaissés par certains acteurs. J'essaye d'aller un peu vite parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui sont en attente. Alors, question suivante, je la lis à voix haute pour tout le monde. Bonjour, dans votre exposé, il s'agit surtout des multinationales ou au moins de grandes structures en exercice. Comment dater cette démarche à une TPE ou pour un entrepreneur qui souhaite se lancer? Oui, je vous prie de m'excuser d'avoir accès. Pourquoi j'ai fait ça sur des multinationales ou des ETI, des entreprises de taille intermédiaire? J'ai fait ça parce que c'est ce que je connais. Et je ne voulais pas vous parler de ce que je connaissais moins, parce que j'étais moins légitime pour le faire. Je voulais vraiment partager mon expérience. Néanmoins, beaucoup de choses que j'ai pu proposer et mettre en avant s'adaptent. Tout ce qui est autour de l'analyse culturelle, tout ce qui est autour de l'éthique, tout ce qui est autour de l'adaptation du produit au marché, tout ce qui est autour du diagnostic stratégique s'adapte aussi pour une TPE. La différence peut-être, c'est que la TPE aura besoin de plus, ou un entrepreneur aura besoin de plus de support local, donc il aura besoin plus de passer par des associations qui sont là. Quel que soit aujourd'hui le pays où vous voulez vous implanter, vous avez des structures aujourd'hui qui vous accueillent pour vous dire un petit peu comment fonctionner, au moins d'un point de vue administratif. Mais oui, c'est vrai, j'ai eu tendance à parler de ce que je connaissais le mieux. Question suivante. Avez-vous connu une forte perte en 2017? Pour quelles raisons? Quelles sont vos relations avec Shell? Alors, non, pas de forte perte en 2017. 2017 a été une bonne année et pour le groupe et pour Ruby Energy Djibouti. L'année 2020, puisqu'on parle de perte, est un peu plus compliquée forcément avec le Covid. Ça sera une année plus dure, mais on a une bonne résilience, le groupe est solide et je parlais de Djibouti, on arrive à s'en sortir. Nos relations avec Shell, comme avec toutes les majors, elles sont bonnes puisque, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de vase communicant. Nous ne sommes pas concurrents avec les majors, nous sommes complémentaires. Les majors, elles font leur métier. Très souvent, la partie distribution qui nous intéresse, ils la désinvestissent. Ils décident finalement d'en sortir parce que c'est de moins en moins leur métier et ils estiment que c'est moins rentable. Des acteurs comme nous estimons que c'est notre métier qu'on sait faire. Donc très souvent, Shell va décider de vendre tel ou tel actif dans telle zone du globe. Généralement, on se positionne. Donc on a des bonnes relations dans le sens où aujourd'hui, on vient très souvent racheter des actifs à Shell, mais on a également racheté des actifs de Total, on a également racheté des actifs de Chevron, Texaco, voilà. Donc on a des rapports clients-fournisseurs. Il peut nous arriver d'acheter leurs produits puisque nous n'avons pas encore, par exemple, nos marques de lubrifiants, et il peut nous arriver dans certains pays de commercialiser des lubrifiants, notamment à la marque Shell. Donc ça peut être nos fournisseurs dans certains cas.
Alors, j'ai une question de M. Jibiso qui nous demande quels sont les risques d'implanter une entreprise dans les pays qui ont une instabilité politique. Eh bien, ils sont très forts. Les risques, ils sont très très forts, bien sûr, bien sûr. J'en ai pas parlé dans l'exposé parce que voilà, c'était un point effectivement très fort. Ça rentre un petit peu quand je dis à la grille d'analyse culturelle, l'analyse politique d'un pays, elle est très importante, mais en même temps, c'est très dur à dire. C'est très très dur à dire. On pourrait citer des exemples de pays, moi, quand j'étais à votre place, quand j'étais étudiant, même après, dont tout le monde jurait que c'était des pays extrêmement stables, surtout quand on parle de l'Afrique, on vous dit, ah bah, tel pays d'Afrique, alors là, pour le coup, c'est extrêmement stable, hein, le Sénégal en fait partie, la Côte d'Ivoire en fait partie, enfin, en faisait partie, et puis finalement, on se rend compte que des pays, même réputés stables politiquement, peuvent basculer très rapidement. Ça, aujourd'hui, ce sont des risques qu'il faut mesurer, très durs, parce que vous avez même aujourd'hui des gens dont c'est le métier, des analystes, des sociétés qui ont pour métier la sécurité, qui ont du mal à vous dire les choses, et on se rend compte que beaucoup de crises politiques sont très difficilement détectables. Moi, je vois ce qui se passe actuellement chez le voisin éthiopien, qui est victime de grande instabilité. Bon, c'est des choses que vous ne pouvez pas prévoir. Donc les risques d'implanter une entreprise, ils sont très forts. Après, vous pouvez les limiter dans vos investissements. C'est surtout ça. Nous, il y a des pays dans lesquels on fait des affaires, dans lesquels on est présent, mais on n'investit pas forcément ce qu'on appelle des assets. On ne va pas mettre du CAPEX, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des installations, des stations de service ou autres, parce qu'on sait que si demain ça devait être trop instable, ça pourrait être compliqué. Voilà, question de M. Papa Diallo. Quels sont les leviers sur lesquels nous devrons nous baser pour faire un développement à l'international? Les leviers, pour moi, c'est avant tout le marché. C'est le marché dans le sens, quel est le potentiel? C'est ça le levier que je dois voir surtout, c'est ça le plus fort, c'est-à-dire quel est le potentiel de ce marché, s'il y a un potentiel par rapport à mon produit, et est-ce que mon produit, par rapport à au fameux diagnostic stratégique dont j'ai parlé, est-ce que mon produit permet de répondre au mieux à ce potentiel? Si vous avez un produit qui répond au marché, là, vous avez les bons leviers pour intervenir sur ce marché-là. J'ai une question encore, je pense qu'il y a aussi en complément de M. Papadiallo, qui est comment prépare-t-on cette phase d'expansion à l'international? C'est un petit peu ce que je vous disais. C'est un petit peu ce que je vous disais au travers du diagnostic stratégique, va être très très important. Donc on le prépare. Alors, vous avez des managers qui vont vous dire on fait les choses à l'instinct, et on a eu des cas importants de business qui se sont faits à l'instinct. Mais comme je dis toujours, l'instinct, c'est quand même toujours le fruit d'une longue expérience. Hein. C'est-à-dire que vous sentez les choses parce que vous avez de l'expérience. Néanmoins, vous devez, je pense, au mieux chercher à connaître bien votre marché, à vous intéresser, à prendre des contacts, à visiter. Et une fois que vous avez une certaine certitude sur l'adéquation entre le produit que vous développez et votre marché, vous pouvez faire le choix d'y aller. Question de M. Abdulkader Mohamed. Quel est l'impact et la cherté de l'électricité à Djibouti? Avez-vous déjà étudié le terrain avant de s'installer? Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui connaît bien Djibouti, là, puisque je pense qu'il est djiboutien. Oui, l'électricité à Djibouti est particulièrement chère, notamment pour la zone, pour la corne de l'Afrique. Alors, pour nous, ça n'a pas été un frein parce que dans notre activité, ce n'est pas un levier important. Alors oui, un peu la clim des bureaux, hein, que vous voyez là, je l'ai coupé parce que la nuit est en train de tomber. La clim dans les stations, mais par exemple dans mon activité, moi, la facture d'électricité, oui, je préférerais toujours qu'elle soit un petit peu moins chère, forcément en tant que responsable d'entreprise, mais c'est pas un levier important. Vous travaillez dans l'hôtellerie, vous travaillez dans la restauration, là oui, c'est un atout, c'est un enjeu très très important. Et là, effectivement, il faut que vous le sachiez, mais forcément, vous allez devoir à un moment donné le répercuter dans votre prix. Donc ça, il faut faire très très attention, et ça peut, dans certains secteurs d'activité, être un frein à l'investissement. Oui, et ça, c'est une des premières choses
dans le diagnostic stratégique que vous devez faire, dans la connaissance, dans votre grille d'analyse que vous devez avoir en tête, c'est effectivement quel est le coût de l'électricité dans le pays dans lequel, par exemple, dans lequel je décide de m'implanter. Je prends la question suivante. Quelles sont les stratégies de communication adaptées pour se faire connaître efficacement sur le marché étranger? Alors, les stratégies de communication, il n'en existe pas qu'une, il en existe plusieurs, mais aujourd'hui, c'est vrai, je ne vous aurais pas dit ça il y a 10 ans, mais aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, des camarades a posé la question des petites entreprises, des TPE, des entrepreneurs. On a moyen aujourd'hui, et c'est la grosse révolution quand même récente, de se faire connaître, de communiquer à moindre frais avec les réseaux sociaux. Nous ici, on a lancé une page Facebook et je me dis finalement, il y a quelques années, j'aurais dit je vais faire des publicités en télé, je vais prendre des pages dans le journal local. Aujourd'hui, je peux dire je crée une page Facebook. Donc je dirais aujourd'hui, pour se faire connaître rapidement, avec une vraie rapidité, une vraie flexibilité, utiliser les réseaux sociaux et connaître surtout quels sont les relais dans le pays dans lequel je décide de m'implanter. Est-ce que les gens lisent le journal? Est-ce que les gens regardent la télé? S'ils regardent la télé, qu'est-ce qu'ils regardent comme chaîne? Et s'ils vont sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils vont sur Facebook? Est-ce qu'ils vont sur Instagram? Voilà. Et c'est ça, clac, et après, ça me permet de m'adapter. Et une question d'Aïssatou. Qu'est-ce que l'on peut proposer à une entreprise qui détient le monopole dans un secteur d'activité, dans un marché étranger, son projet si on ne dispose pas des moyens financiers? Est-ce que l'on peut proposer à une entreprise, qui détient le monopole dans un secteur d'activité, dans un marché étranger, son projet si on ne dispose pas des moyens financiers? Je ne suis pas certain de bien comprendre la question. Est-ce que l'on peut proposer à une entreprise qui détient le monopole dans un secteur? Je vais la relire en même temps. Bon, elle peut prendre la parole pour expliquer sa question, peut-être. Oui, oui. Juste, si vous pouvez préciser votre question, Aïssatou, s'il vous plaît. Je ne suis pas certain de bien la comprendre. Excusez-moi. Hein. J'essaye dans un marché étranger, son projet, si on ne dispose pas des moyens. Monopole dans un secteur d'activité. Bon, en attendant, on peut passer à la question suivante. La question suivante, ouais. Ruby Energy est-elle un indépendant ou un régional ou une régionale? Quelle a été la première phase d'implantation à Djibouti? Alors, Ruby Energy est un vrai indépendant. On est une société alors française, certes, mais complètement indépendante. Hein, et on est présent maintenant dans une quarantaine de pays. Donc, on n'est pas une major, mais on n'est pas non plus une TPE. On est ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, qui sont souvent des entreprises d'ailleurs très, très dynamiques. Et la première phase d'implantation à Djibouti a été en 2015. Total a souhaité quitter la zone et Total a quitté, les actifs ont été mis en vente et tout de suite, Ruby s'est positionné pour être présent dans la zone. Ça a été notre tête de pont, comme souvent à Djibouti, hein, c'est considéré comme une tête de pont. Ça a été notre tête de pont en Afrique de l'Est, dans la Corne de l'Afrique. Et depuis, ça c'était en 2015. Et depuis, donc on est en 2020, on est présent dans 7 pays dans la Corne de l'Afrique. Hein, et notamment, on est leader au Kenya avec 220 points de vente. Ce qui est quand même, quand je dis points de vente, c'est des stations-service, c'est ce qui est pas mal. Et on continue à se développer depuis dans tout le reste de l'Afrique au travers du bitume. Hein, je vous ai parlé du Sénégal, mais également au Togo, au Nigeria. On était présent aussi historiquement au Maroc sur du gaz. Et on se développe aussi depuis à Madagascar. Question suivante. Alors, c'est tout. Est-ce que l'on peut proposer à une future entreprise concurrente son projet pour une fusion? Oui, on peut faire des partenariats avec une entreprise, même un concurrent, à un moment donné, sur un marché, si on veut opérer à plusieurs. Hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être concurrent dans un pays et partenaire dans l'autre. Hein, il n'y a pas de restriction particulière par rapport à ça. Non, ça ne pose pas de problème. Monsieur Abdelkader, parlez-nous un peu sur votre concurrent NOC. Je vois que certains connaissent bien le
connaissent bien le marché djiboutien. Notre concurrent ici est un concurrent, donc une société éthiopienne qui s'appelle NOC. Alors, ils ont un business model qui est très différent puisque c'est une société éthiopienne qui n'est présente qu'en Éthiopie et à Djibouti. Donc, ils ont moins ce développement à l'international, mais c'est un concurrent aujourd'hui qui, on se partage, on se partage, comment dire, les parts de marché sont bien sont réparties, hein, je dirais, même si on est sur certains segments leader et bien implanté, on a un concurrent, oui, qui fait très bien son travail, qui a des points de vente très bien situés, des stations-service très bien situées. Eux ont racheté les actifs de Shell. Tout à l'heure, on parlait de Shell. Eux ont racheté, nous on a racheté les actifs de Total, eux ont racheté les actifs de Shell. Donc ils ont des points de vente très bien implantés. Ils ont des bons clients à l'aviation. Donc forcément, la concurrence ici est très rude. Il y a un troisième acteur un peu moins connu qui opère notamment sur la base militaire américaine. Mais en gros, on est 3 concurrents. Et pour le marché djiboutien, qui est un petit marché, ça fait une belle concurrence. Alors, s'il y a peut-être une dernière question, je suis prêt à la prendre. Je n'en vois plus, en tout cas, sur le chat. Donc, soit je prends une dernière question, soit sinon, je vais passer la parole à Monsieur Abdulaziz Si, qui, je crois, nous a rejoint. C'est ça. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonsoir Abdulaziz. Ah oui, bonsoir chez vous à Djibouti. Alors, je voudrais donc remercier. Déjà, je me présente à l'ensemble de l'assistance. Donc, je suis Abdulaziz Si, directeur général adjoint du groupe Subdeco. Merci d'avoir assisté à ce webinaire et évidemment, merci Olivier qui nous fait le plaisir d'animer ce webinaire très intéressant. Je dis juste un petit mot parce que juste un petit mot, Abdulaziz, parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire. Je ne l'ai pas fait et j'en ai honte. J'ai pas remercié Subdeco Dakar qui m'a gentiment invité. Donc je le fais maintenant directement à ta personne. Merci beaucoup parce que je ne connais pas le Sénégal et donc pendant 1 heure de webinaire, j'étais avec vous à Dakar. Donc merci beaucoup. Mais c'est nous qui te remercions et nous t'attendons de plein pied, en tout cas ici à Dakar. Ce sera un plaisir de te recevoir à Subdeco en physique. Avec grand plaisir. Ah, parfait. Et donc, j'espère que tout l'auditorium a apprécié. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Et ce qui est très intéressant, c'est que Olivier Gasparian, c'est du vécu. C'est un vrai partage d'expérience. Ce n'est pas de la théorie. C'est un directeur d'entreprise qui il s'est imposé à Djibouti dans le domaine de la distribution avec une très longue expérience. Et ce qu'il a partagé avec vous tous, c'est inestimable. Moi, quand j'ai vu les PowerPoints, les conseils qu'il a donnés, j'espère que vous allez en prendre vraiment de la graine. Je parle surtout aux étudiants. Et te remercier encore une fois. Alors, moi, j'avais juste 2 questions. Là, je prends ma casquette, c'est la casquette d'auditeur. Donc, alors, ma question, c'était sur les emplois. Concernant, quasiment dans tous les pays développés, les postes de pompistes sont supprimés. Donc, l'automobiliste vient directement s'approvisionner en carburant sans qu'il y ait un pompiste pour l'approvisionner. Est-ce que dans les plans de Rubis, ou est-ce que le marché africain va évoluer vers ces suppressions d'emplois dans les années à venir, ou tu penses que la situation va rester stable? Donc ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'est sur le prix à la pompe, les hydrocarbures. Est-ce que les prix vont baisser avec la baisse du prix du baril à l'international, ou le marché du carburant, les prix du marché resteront les mêmes dans les mois à venir, hein? Donc, quelles sont tes estimations et tes prévisions? Voilà. Ok. Là, on va parler avec Abdulaziz, on va parler un peu plus de business et c'est très bien.
oui, effectivement. La France a fait le choix, et l'Europe d'une manière générale, a fait le choix de supprimer, pour ta première question, les pompistes. Et on voit les gens se servir eux-mêmes dans les stations, ou alors même pousser le concept jusqu'au bout, où on met une carte, il y a même plus, on va même plus payer à une caisse, on met une carte et on se sert et on s'en va, il n'y a plus de boutique, il n'y a plus rien. Ce qu'on appelle des points express ou des stations fantômes. Finalement, on se rend compte que ce concept, le consommateur, le client en Europe, il y revient parce que le carburant, bah, je vous apprends rien, ça sent pas bon. Et quand on fait son plein soi-même, on a les mains, surtout si c'est du gasoil, on a les mains qui sentent le gasoil. Et les clients, les clientes n'aiment pas ça. En région parisienne, et souvent nous disent ah c'était bon le temps où on avait le pompiste, et voilà. Donc finalement on se rend compte que ça a été un chemin qui a été fait principalement pour des raisons de coût, hein, bien évidemment, et en Afrique on n'en est pas là. Et moi j'ai été surpris quand je suis arrivé à Djibouti de voir des pompistes partout, de voir des stations ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une amplitude énorme. Ça c'est une force. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. En tout cas, ici, je ne vois pas les choses différemment. En Afrique, partout où je suis allé en Afrique, je ne vois pas les choses différemment avant un certain temps. Pour une raison simple, c'est que les gens ils sont très attachés à ce service et que on a aussi un coût de la main-d'œuvre qui permet, en termes de rentabilité pour la station, de se le permettre encore. Moi, je vais vous citer un point de vente qu'on a ouvert aujourd'hui en sortie de Djibouti, qui a été inauguré il y a 1 an. On a sur le site 24 collaborateurs. 24 collaborateurs. Ce sont des emplois, comme tu l'as souligné, peu qualifiés, où on recrute en local. Et ça, c'est effectivement, c'est inestimable. Et je pense que là, on parlait de RSE tout à l'heure, de questions autour de la RSE, l'emploi en fait partie. C'est 150, aujourd'hui près de 200 emplois indirects, le rubis à Djibouti. Donc ça, c'est très important. Pour ce qui est du prix à la pompe, très souvent, la deuxième question, très souvent, effectivement, les gens reprochent de dire, tiens, quand les prix sur les marchés internationaux montent, à la pompe, ça augmente automatiquement et la baisse se répercute un petit peu moins vite. Non, les baisses se répercutent aussi, parfois avec un petit effet retard, hein, c'est normal, il y a des effets stock qui jouent. N'oublions pas que dans la plupart des pays, après chaque pays est différent, mais dans beaucoup de pays, et l'Afrique ne déroge pas à la règle, le carburant c'est avant tout de la taxe. Et que c'est pas parce que le prix monte, le prix du baril monte ou baisse, que ça sera dans les mêmes proportions que le prix à la pompe va baisser ou monter, parce qu'il y a de la taxe et que très souvent c'est un très fort revenu pour les États. C'est pareil partout, et qu'on a un petit peu de mal à accepter des baisses de revenus. Donc très souvent on a ce sentiment. Mais oui, quand même, hein, on a une baisse à la pompe qui s'est fait sentir. En tout cas, je parle pour Djibouti. Voilà, j'espère avoir répondu. Certains me demandent, je regarde sur le chat le contact, qui n'hésitent pas, les chers étudiants de Sudoku Dakar, à me rejoindre s'ils le souhaitent sur LinkedIn. J'y suis, donc n'hésitez pas si vous souhaitez prendre contact. Ici à Djibouti, je sais qu'il y a une communauté sénégalaise assez forte ici, donc si vous passez par Djibouti, avec plaisir. Et puis moi, je ne manquerai pas de passer par Dakar, hein, je suis obligé maintenant. Oui. Non, maintenant c'est calé, hein. C'est clair. En tout cas, félicitations pour le travail que tu fais, parce que moi, je t'ai vu manager des équipes à Djibouti. Justement, tu parlais de RSE beaucoup plus tôt. Olivier est très attiré par tout ce qui est formation, éducation, notamment de ses salariés. Donc, il est très impliqué sur ces questions. Et justement, manager à l'international, c'est aussi ça, c'est se préoccuper du devenir de ses salariés. Et je t'ai vu manager et c'est vraiment impressionnant le travail que tu abats là-bas à Djibouti. Donc, félicitations pour ça. Merci Abdulaziz. C'est un plaisir. En tout cas, j'espère que voilà, ça a répondu à vos attentes, et à vos dispositions pour d'autres webinaires si vous avez des sujets que vous estimez intéressants. Parfait. Merci. Bon après-midi à tous. Au revoir. Merci à tous.